Revenons à nos moutons, je continue. Madame, notre deuxième présentatrice est Madame Yolande Nukagassana, qui est une écrivaine rwandaise de langue française. Elle a survécu au génocide des Tutsis. Oupa, pardon. Pardon, erreur. Mukagassana, je vais m'entraîner. Elle a survécu au génocide des Tutsis, a perdu 3 enfants, son mari, son frère et ses sœurs. Elle a depuis publié 2 ouvrages. Le premier, plusieurs ouvrages, plusieurs ouvrages, dont le un qui s'appelle La mort ne veut pas de moi, en 1997, et le second, traduit en hébreu, Amavet Lorotsebi. Amavet Einorotsebi. On me corrige mon hébreu, mais ils ont raison parce qu'il est sorti en hébreu. Et le second, qui s'appelle N'aie pas peur de savoir, en 1999, elle a coécrit, entre autres, avec d'autres œuvres, elle a coécrit la pièce de théâtre Rwanda 94, et elle va nous parler de son expérience, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et en fait, j'ai écrit encore et encore sur le génocide parce que je crois que c'est une hantise. Et j'ai même publié un autre que j'ai amené ici, L'ONU et le chagrin d'une négresse, et qui vient de sortir. Et la plupart du temps, je sors des livres dans d'autres langues parce que j'ai toujours des problèmes de sortir mes livres en français alors que je n'écris qu'en français. Et évidemment, les raisons, vous les connaissez, on est en conflit avec la France par rapport au génocide perpétré contre les Tutsis. Bon, aujourd'hui, je ne voudrais vraiment pas parler en rescapé. Je n'ai pas envie de parler en rescapé. Et d'ailleurs, ça m'a fait plaisir de voir comment on m'a présenté dans le programme, parce que ici, je peux dire rescapé, mais ailleurs, les gens écarquillent les yeux comme si vous étiez différents d'eux. Et ça fait peur. Et aujourd'hui, je voudrais parler en rwandaise, en être humain, en mère, même si on a tué tous mes enfants, je reste une mère. Et je revendique ça, puisque j'ai des enfants encore qui sont des orphelins du génocide, même si certains sont mariés, que je suis plusieurs fois grand-mère, je me considère comme grand-mère de ces enfants que j'ai élevés qui étaient quand même des orphelins du génocide. Et ça me fait plaisir d'être ici parmi vous. Chaque fois que je viens en Israël, je vous assure, je suis très heureuse. Pourquoi ? Parce que je connais Israël depuis que je suis petite. On m'a toujours crié dans les oreilles à l'école que j'étais une falacha. Et je voulais savoir ce que ça voulait dire. Déjà toute petite, c'est le surnom qu'on donnait à tous les enfants Tutsis, qu'on était des juifs. Et chaque fois, comme le Rwanda était majoritairement catholique, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et dans la Bible, les Juifs ont tué Jésus-Christ aussi. Donc, je connaissais tout ce qui est seulement négatif sur les Juifs. Et quand on a commencé à m'appeler comme ça, alors je me suis intéressée. J'ai commencé à lire des livres. Et c'est comme ça que j'ai découvert Primo Levi. Et petit à petit, j'ai découvert la Shoah. Mais pour moi, c'était comme un film d'horreur. Ça ne pouvait pas exister. Et je n'imaginais pas que ça me poursuivra. Et puis après le génocide, je me disais, mon Dieu, il n'y a qu'une personne qui peut comprendre ça, c'est le juif. Il a vécu la même chose. Et ici, entre nous, je peux vous dire que j'ai eu des résistances par rapport à notre génocide quand j'en parlais aux juifs.
Parce que pour eux, il n'y avait que la Shoah. Mais j'ai persévéré. Non seulement j'ai été entendue, mais on a fait beaucoup de projets ensemble. C'est la 3e fois que je viens en Israël. Parce que j'ai fait des choses avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah, d'ailleurs, qui m'ont financé pour amener ici, à Jérusalem, à Yad Vashem, les rescapés Tutsis de Rwanda, pour qu'ils découvrent que nous ne sommes pas les seuls à avoir subi un génocide. Donc, que vous le vouliez ou non, nous, on vous prend en référence. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? En ce moment-là, je les amenais pour voir comment est-ce qu'on peut archiver la mémoire. Mais chez nous, c'est très justement difficile, et comme a dit Gabriel, nous cohabitons avec nos assassins. Parce que l'assassin des miens peut être mon beau-frère, peut être mon beau-père. Et ça a été terrible chez nous que même les mamans ont tué leurs enfants. Parce qu'être Tutsi, ici, quand pour être juif, dans le temps, on me disait que ça dépendait de la maman ou de la conviction. Chez nous, il suffit d'avoir un papa Tutsi. Donc, d'office, les enfants sont Tutsi, même si la maman est juive, par exemple, pour vous montrer à quel point c'était très grave chez nous. Et puis, la première fois, quand j'ai vu les massacres en 1959, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été puni pour avoir tué les Tutsis. Donc, il y a toujours eu des pogroms. Il y a eu une déportation des Tutsis d'un côté du pays vers un autre. Et on les a massacrés. Personne ne disait rien. Mon mari déjà était orphelin des massacres des Tutsis en 1963. Et chaque fois qu'il y avait ces massacres, les Tutsis qui survivaient, certains pouvaient accéder à l'étranger parce que nous n'avions même pas le droit d'avoir des passeports. Et personne n'intervenait. On criait vraiment dans le désert. Jusqu'en 1990, quand la diaspora des Tutsis en exil était très importante, très malheureuse, n'étant pas écoutée par les Nations Unies ni par l'Union européenne, ils ont décidé d'attaquer le Rwanda. Évidemment, les Tutsis de l'intérieur, on le disait bien, nous étions pris en otage. On leur disait, ok, vous continuez la guerre. Nous, on massacre tout ce que vous avez laissé dans le pays. C'est ce qui s'est passé. Et j'ai fait des bêtises. Donc, au Rwanda, nous n'avions pas beaucoup de choix après le génocide. Parce que le pays était complètement détruit. Les militaires faisaient sortir les Rwandais du pays, les Hutus, en disant, eh bien, on a massacré les Tutsis, on va sortir tous du pays, on verra si les Tutsis gagnent la guerre, qui ils vont diriger. Donc, ils ont pris toute la population en otage. Nous étions seuls au Rwanda et quelques Hutus qui ne se prochaient de rien. Parce que même des Hutus qui allaient dans les camps chercher leur famille, qui disaient « Mais vous savez, nous, on cohabite avec ces Tutsis qui sont arrivés, ils sont gentils, ils ne font rien. » Il était tué la même nuit pour ne pas retourner. Parce qu'il tenait tellement à la désinformation. Et nous, quand nous avons eu de la chance qu'une autre partie de la population qui était à l'extérieur est rentrée, qu'on a pu arrêter quelques génocidaires, les autres, nous n'avions qu'un seul choix. Ou il fallait brûler complètement le pays, ou il fallait avoir un pays. Nous n'avions plus de pays, nous n'avions plus de nation. Tout était complètement détruit. Il n'y avait plus d'enseignants, il n'y avait plus de juges, il n'y avait vraiment plus rien, rien. Nous avons une chance d'avoir des autorités vraiment sages qui ont décidé que la première chose à faire, c'est de construire une nation. Parce que nous avions bon pleuré. Aujourd'hui, il n'y aurait même pas de commémoration. Si ces autorités avaient décidé qu'on arrête tout, comme on a toujours massacré des Tutsis, qu'on n'en a plus parlé,
Ils auraient pu décider la même chose. Maintenant, ils nous ont permis de commémorer le génocide des Tutsis du Rwanda. Mais pour continuer mon allocution, je voudrais faire ici 2 remarques. En fait, notre génocide a été nié quand il était en train de se faire. Alors à la fin, ça a été vraiment pire. Et voyant que nous y tenons, nous tenons à dire que c'était un génocide perpétré contre les Tutsis, ils ont décidé de l'appeler un génocide rwandais. Et nous, on a décidé de nommer les victimes. C'était des Tutsis. Il y a des Hutus qui ont été tués parce qu'ils ont refusé d'entrer dans cette idéologie. De fait, on leur prenait leur identité Hutu, on l'habillait de l'identité Tutsi pour pouvoir le tuer, parce que l'extermination était destinée aux Tutsis. Mais c'était tellement bien étudié que même une femme Hutu qui était mariée à un Tutsi, qui était enceinte d'un Tutsi, était éventrée pour tuer le fœtus dans son ventre, pour qu'il n'y ait plus jamais de Tutsi. Donc, pour nous, dire le génocide des Rwandais, c'est entrer dans les esprits de gens, même moi, je le dis dans mon premier bouquin, pour me faire entendre. Je suppliais le monde pour me faire entendre. Mais désormais, je voudrais vous dire que nous l'avons corrigé au Rwanda. Et quand quelqu'un l'appelle le génocide des Rwandais, nous disons que c'est du révisionnisme. Voilà. Et attends. Donc aujourd'hui, comme Gabriel vous a dit, nous cohabitons avec nos bourreaux. C'est incroyable comme c'est destructeur. C'est destructeur. Les femmes qui étaient mieux quand elles sortent de chez elles, quand elles ont la chance d'avoir un abri, qu'elles rencontrent les génocidaires qui les ont violées, souvent qui leur ont inoculé le sida et ne le supportent pas. Nous avons trop de cas de traumatisme à cause de ça. Évidemment, on ne le dit pas, mais nous avons aussi des cas de traumatisme chez les assassins. Ça, c'est un phénomène qu'on a découvert dans le travail que je fais. Parce que je travaille à la Commission nationale de lutte contre le génocide. Il y a des phénomènes que nous sommes en train de découvrir. Les enfants qui n'ont jamais vu le génocide, typiques des crises de traumatisme liées au génocide. Les assassins, typiques des crises liées au génocide. Je ne sais pas comment nous allons gérer, mais en général, les gens qui sont en prison, qui sont encore en train de purger leur peine, ou qui sont arrêtés tard, piquent des crises de traumatisme. Et il y a une autre chose qu'on n'a pas encore étudiée, mais qu'on vient de découvrir, c'est que dans ces familles-là, il y a aussi beaucoup d'assassinats et de suicides, les familles qui ont fait le génocide. On découvre que quelqu'un se lève le matin, il essaie de distraire les autres et puis il va se pendre. Ou tout simplement, un jeune tue son père ou sa mère pour vraiment n'importe quoi. Donc, ils ont une violence et je pense que cette violence aussi fait suite au crime. Ça, c'est mon idée personnelle. On n'a pas encore fait cette étude-là. Et puis, dans mon travail, comme je le disais, je suis conseiller. Pour que je sois conseiller, il faut que je sache ce qui se passe exactement. J'accueille trop de survivants pour ma petite tête et mon cœur qui souffrent déjà. Et je rencontre les personnes qui ont vécu le génocide, ou les enfants qui sont nés du viol par les assassins, qui voudraient connaître qui est leur père. Ça, c'est un problème que nous gérons avec beaucoup de difficultés. Et en accueillant ces personnes, je me rends compte que la plupart des traumatisés sont des femmes ou des enfants, des orphelins,
qui n'ont pas une bonne façon de vivre. Par exemple, qui n'ont pas de logement, parce que nous avons encore des gens sans logement du tout depuis 20 ans. Et j'ai l'impression que le monde a abandonné, le Rwanda a son génocide, entre guillemets, comme si le génocide que nous avons eu chez nous n'appartenait qu'au Rwanda, comme si ce n'est pas un crime qui devrait appartenir normalement à toute l'humanité. Et ce qui me fait surtout de la peine, c'est que dans les pays occidentaux, le révisionnisme est dans la bouche des scientifiques et des politiques. Ça fait peur. Des gens qu'on croyait normalement très intelligents, mais en même temps, vous allez me dire que les assassins sont toujours intelligents, surtout à voir comme notre génocide a été planifié très vite, avec des armes rudimentaires. Les gens qui l'ont vraiment planifié étaient très malins. Ils étaient très intelligents. Et puis, voir les conséquences dans lesquelles nous sommes. Ils étaient malins. Ce n'étaient pas des gens qui n'avaient pas fait des études. Donc, quand je me dis les gens qui ont étudié, qui jouent du révisionnisme, ils savaient bien ce qu'ils font parce que c'est une façon de tuer notre histoire, de tuer notre mémoire. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais on va discuter de tout ça. Surtout que c'est dans ces pays-là, comme la Belgique, comme la France, comme l'Italie, comme je peux parler de plusieurs pays, qui gardent vraiment les grands assassins sur leur territoire alors qu'ils le savent. Donc on se pose des questions. Est-ce que le monde aurait voulu que l'extermination soit totale? Donc les rescapés dérangent le monde. On se pose beaucoup de questions, surtout qu'on n'a jamais aidé le Rwanda à reconstruire les rescapés. Le Rwanda s'est débrouillé, a mis en place un fonds d'assistance aux rescapés les plus vulnérables, qui ne l'étaient pas puisqu'on avait tout perdu. Je ne sais pas, mais pour moi, c'est le manque de moyens. Ils auraient pu mettre plus. Mais si le monde s'était mobilisé pour mettre un fonds d'indemnisation, ce problème n'aurait pas existé. Mais personne ne veut le faire. Et alors, nous sommes tout le temps confrontés à un problème qu'on met en doute le pouvoir au Rwanda. Kagame a toujours été pris pour un assassin. Nous, on le prend pour le sauveur. Et on l'idéalise beaucoup, bien sûr, parce que nous voyons ce qu'il fait comme acte. Mais ce n'est pas ça en Europe, par exemple. Parce qu'ils osent même dire certains, une phrase que j'ai déjà entendue sur Israël, les victimes d'hier sont des bourreaux d'aujourd'hui. Ça se dit sur Israël, ça se dit sur le Rwanda. Je trouve que c'est trop inhumain. Et puis, de toute façon, parfois, je pensais au début, après le génocide, que si Kagame nous avait permis, on se serait bien vengé. Mais comment? Parce que quand je réfléchis, je me rends compte que je n'étais pas capable de le faire. Je ne tenais déjà pas debout. Mais c'est grâce à lui que ce geste n'a pas eu lieu. C'est grâce à sa sagesse pour quelqu'un qui était militaire. Et d'ailleurs, parfois, on ne le lui pardonne pas. Et alors, évidemment, c'est grâce à lui qu'on a directement construit une nation. Mais alors, il y a une inquiétude que j'ai. C'est que dans aucun pays du monde, on ne veut voter une loi qui punit le révisionnisme ou le négationnisme de notre génocide. Ça a toujours été pris à la légère, comme si ces génocidaires sont toujours pris pour des opposants politiques au Rwanda et à Kagame en particulier. Ça, c'est inacceptable parce que nous avons résisté justement à la vengeance pour construire une nation, pour pouvoir considérer notre mémoire. Et parfois, j'ai peur que le jour où on va changer de pouvoir, justement, qu'il y ait un idéologue du génocide qui gagne, on va démolir tous les mémoriaux chez nous. C'est pour cela que je crie dans le désert, je crois que le Rwanda l'a aussi fait,
et je vous demande de m'aider, c'est que ces mémoriaux au Rwanda soient reconnus comme patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est très urgent, c'est très important. Je ne sais pas ce qui va se passer après 2017. Comme je vois que les présidents africains qui arrivent à terme de leur pouvoir préfèrent modifier la constitution pour se représenter, mais je ne vous cache pas qu'au Rwanda, nous, on voudrait que Kagame reste pour qu'on ne détruise pas ce que nous avons pu réaliser. Donc, je suis vraiment inquiète. Aidez-moi, si vous pouvez, à ces deux choses-là. Que les pays votent une loi seulement qui punit le révisionnisme. Que nous puissions, ces non-mémoriaux soient reconnus. Parce que sinon, il suffit... Et d'ailleurs, vous vous rendez compte, au Burkina Faso, quand on voit ce qui vient de se passer, les manifestations ont démoli les infrastructures publiques. Ils en auront besoin demain, mais ils ne se rendent pas compte. Ils veulent tuer un symbole, tout simplement. Et je trouve que c'est dangereux pour tout le monde. Et alors, comme nous sommes toujours bafoués, tout le temps, on s'est dit, on ne doit compter que sur nous-mêmes. Les gens qui parlent de nous négativement, c'est pour nous empêcher d'avancer. On va essayer de ne pas écouter et avancer. Et je vous invite au Rwanda. Peut-être que vous ne le connaissez pas avant, mais lui, il a été. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a été. Quand il va revenir, il ne va pas reconnaître le développement qu'il y a eu. Quand vous arrivez à l'aéroport, vous ne pensez pas que vous êtes en Afrique. Et c'est déjà bien, toutes ces réalisations après un génocide, 20 ans après seulement, au milieu de nos bourreaux, certains détruisent ce que nous réalisons, parce qu'ils ne supportent pas tout ça. Et donc nous avons trouvé des stratégies pour nous défendre. Il faut qu'on continue à reconstruire notre pays. Il faut qu'on facilite les investisseurs. Venez investir. Mais en général, le monde universitaire n'a pas de sous, n'a pas d'argent. Il faut dire aux commerçants. Et parce qu'on facilite beaucoup les investisseurs. Il y a eu un temps où on a dit que le Rwanda aidait l'OM23, une rébellion congolaise Tutsi. Et le monde entier nous a coupé les aides, les crédits. C'est comme si nous avaient coupé les vivres. Alors on s'est dit, on va leur montrer que nous tenons à notre dignité, qu'ils gardent leurs fonds. Nous avons commencé un fonds de développement qui s'appelle Agachiro, c'est-à-dire la dignité et la diaspora. Et parfois on entendait à la radio un enfant rwandais, pour ma dignité, moi je veux vendre ma poule et je vais mettre les 5 000 francs dans le fonds. Donc on s'est mobilisé, on a eu des milliards. On a dit, vous voyez, nous pouvons nous sortir de la misère. Évidemment, il y a beaucoup de projets au Rwanda que l'État fait. Par exemple, une vache par famille pour lutter contre la malnutrition chez les enfants buvant du lait. L'enfant a droit à un verre de lait au moins une fois par jour. Ça a aidé beaucoup. Des petits projets comme ça qui sont l'invention du président. Et tout ce qu'il a essayé de réaliser qui n'existait pas avant. La Commission nationale pour les droits de l'homme n'a jamais existé. Évidemment, la Commission nationale de réconciliation était nécessaire, comme la Commission nationale de lutte contre le génocide. Parce que nous, je suis un peu jalouse de ce que vous réalisez ici, parce qu'il nous faut que les enfants à l'école, surtout à l'université, connaissent des études sur le génocide. On ne les a pas encore. Et c'est délicat, bien sûr, mais nous devons y arriver. Parce que nous ne pouvons reconstruire que sur ce génocide. L'oublier, c'est vraiment tuer nos générations et les exposer au génocide. Alors, c'est aussi quelque chose qui nous a fait trop de tort, qu'on continue à cataloguer notre pouvoir comme une dictature,
ça nous empêche de progresser, surtout quand on nie le génocide. Quand on est confronté au négationnisme, au révisionnisme, on ne peut pas parler du juste. C'est très difficile parce qu'en niant les victimes du génocide, vous ne reconnaissez pas les justes non plus. Qu'est-ce qu'ils ont sauvé, ces justes? Et ça a été très dur pour moi. Par exemple, la première fois, quand on a décidé le 6 mars comme la journée européenne du juste, j'ai tenu une petite conférence de presse. Ce n'était pas si petit que ça, mais enfin, j'ai tenu une conférence de presse. J'ai fait une banderole pour que le 6 mars ne soit jamais oublié. Et les gens sont venus, on a discuté, j'ai invité les justes qui ont parlé. C'était quand même très bien. Mais il y a des gens qui n'ont jamais été contents. Et ce ne sont pas des moindres. Alors, quand j'ai vu cette résistance, j'ai dit en fait, j'en voulais tellement aux Juifs dans le temps qu'ils ne reconnaissent pas. Mais nous, c'est la même chose. Parce qu'on se dit que le mal qui nous a frappés n'a pas frappé fort chez l'autre. C'est chez nous seulement. Et je pense que c'est un certain égoïsme dans lequel nous nous trouvons, mais c'est normal. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des dieux. Je voudrais inviter les femmes, en particulier au Rwanda. Je ne sais pas ce qu'elles vivent en Israël, mais je ne suis pas venue pour le soulèvement des femmes. Chez nous, je ne sais pas ici, les femmes sont 64% au Parlement. Il faut y arriver. Venez les femmes, il faut demander à nos femmes ce qu'elles ont fait. Nous sommes des ministres, nous sommes des entrepreneurs. Évidemment, j'espère que je ne me ferai pas fusiller par les hommes, je vais vous dire quelque chose de bon. Et au bureau du président, la majorité sont des femmes, dans l'armée, dans la police. Ici, j'ai vu dans l'armée, hein, c'est bon, il y en a. Mais sincèrement, il faut bouger. Et puis, le problème dans lequel vous n'allez pas tomber, que nos femmes sont tombées, c'est de se dire, moi, je suis ministre, mon mari n'est que cuisinier dans un hôtel, je suis ministre chez moi aussi. Non, tu restes la femme, tu restes la maman de la maison, le cœur. Et le soutien de ton mari, l'amour de ton mari, tu dois le gâter plus qu'avant, puisque maintenant tu as les moyens vraiment de lui rendre encore plus heureux. Et tout ça sont des réalisations du pays. Et j'étais fâchée quand nous sommes entrés dans des projets des Nations Unies pour la paix. Donc on envoie nos militaires partout au front où il y a risque de génocide. Par exemple, ils sont allés en Centrafrique parce qu'on disait qu'il y avait risque de génocide, soit des chrétiens contre les musulmans ou l'inverse. Et quand ils vont, eux, ils ne font pas ce que les casques bleus nous ont fait en 1994. Ils gardent vraiment les populations, ils aident les populations. Et dernièrement, j'ai appris que la femme de présidente de transition de la Centrafrique a préféré être gardée par les militaires rwandais. Et les militaires rwandais, là où ils vont, ils enseignent la réconciliation entre les peuples. Ils ont été les premiers à aller au Darfour. Donc, tout ça, ça fait partie de notre constitution. Peut-être que ça peut servir aux autres. Bon, il y a un projet qui est fait par le Rwanda pour la diaspora, mais que j'aimerais vous dire. Comme ainsi, viens et vois. Venez voir le Rwanda. Conseillez-nous. Échangeons. Pour moi, le Rwanda et Israël devraient avoir des relations particulières. Je ne sais pas ce qui fait traîner ça. Je le veux depuis 20 ans. J'espère que ça viendra quand je serai encore en vie. Oui, tellement ça me fait... Je pense que j'ai parlé des justes. Je dois continuer. Parce que moi, j'aimerais
que le jardin des justes soit la continuité de l'histoire du génocide. Donc, voir comment le génocide a eu lieu, mais que tout le monde n'a pas été assassin, même s'il y a très peu, mais qui ont été des justes, qui ont mis leur vie en danger pour sauver d'autres personnes. Ils ne sont pas beaucoup chez nous, parce qu'on pouvait sauver son ami, mais aller tuer ceux qu'il ne connaissait pas. Alors en ce moment-là, le Rwanda, si on dit tel est juste parce qu'il a sauvé un tel, vous pouvez danser sur votre tête, ils ne vont jamais l'accepter. Évidemment, ils sont très fragiles pour le moment aussi. Hein. Et puis, au Rwanda, le génocide ne s'appelait pas le génocide quand il était en train de se faire. Ça s'appelait le travail. Ça s'appelait le nettoyage. Ça s'appelait tout, sauf tuer, sauf le génocide, sauf les massacres. Viens, viens Gabriel, on va au travail, on est en retard, avec les machettes. Parfois, ils allaient à la messe avec leurs machettes dégoulinantes de sang. Ils assistaient à la messe, ils communiquaient, ils retournaient au travail. C'était un travail civique. Ils étaient récompensés pour ça. Et c'est normal qu'ils se sont investis à plusieurs, puisque avant, quand il y a eu aussi les massacres des Tutsis, ça ne nous a jamais appelé les massacres. C'était soit le tourbillon qui venait de passer, il n'y a pas de responsable, ou alors c'était les événements, ou c'était le soulèvement. On lui trouvait tous les noms, sauf le nom qu'il fallait. C'est pour cela qu'il est très difficile de combattre tout ça. Et je pense que nous, qui sommes grands, moi qui suis vieille par exemple, mon devoir, je n'ai plus d'enfants, mais je considère les enfants du monde comme les miens. Et je prépare un monde dans lequel je ne finirai pas, mais ceux qui me suivront vont continuer. Et je rêve qu'on puisse continuer à faire ça. Que ceux qui nous suivent puissent aussi continuer à se dire, nous préparons le monde pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, pour un monde meilleur. D'ailleurs, en Israël, vous avez beaucoup plus de travail que chez nous, à mon avis. Quand je vois l'agressivité qui vous entoure, je me demande comment un Israélien se couche le soir et le matin, il est de bonne humeur. J'ai tellement peur de la guerre. Et j'ai peur d'un génocide qui puisse recommencer chez nous. Pourtant, j'habite sur la parcelle là où j'ai vécu le génocide et je n'ai pas un autre. Les assassins, quand ils me voient, ce sont eux qui fuient maintenant. Parce que je ne suis pas encore très gaga, ils pensent que je peux me défendre. Et donc, la résistance dont nous parlons, c'est cela aussi, dans l'éducation de nos enfants. Que nos enfants soient nos remplaçants dans la lutte pour essayer de sauver le monde. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas seulement pour nous. Je m'en suis rendu compte au Rwanda pendant le génocide. Ils ont pensé qu'ils avaient exterminé les Tutsis. Il n'y avait plus de Tutsis à tuer. Ils ont commencé à se massacrer entre eux. Toi, ton nez, j'ai l'impression que ce n'est pas si Hutu que ça. Hein? Et c'est fait, c'est vraiment Tutsi. Des choses comme ça. Et ils ont commencé à se massacrer. On sait toujours où ça commence. On ne sait pas où ça finit ni quand. Donc, autant continuer la lutte comme vous faites, mais sachez que vous avez un devoir envers moi, c'est que vous serez toujours mes références. Si vous chancelez, moi, je vais tomber. Oui, c'est vrai. Et parce que j'ai tellement... Je vais vous montrer quelque chose, vous allez peut-être vous moquer de moi. Je m'en fous, parce que moi, ça me fait plaisir. Regardez mon meilleur bijou. L'étoile de David. Je me promène partout avec ça. Et ce matin, j'ai voulu la mettre et j'ai dit, on va se moquer de moi. Mais pour moi, la Shoah, c'est grand. Si je pouvais, je viendrais ici rester, étudier tout ce que vous avez pu faire pour faire cela à mon peuple. Mais c'est dommage, je suis déjà vieille. Bon, malgré ce que j'ai souffert, je suis vraiment fière de mon pays. Je suis fière
de ce qu'il réalise. Je suis fière qu'on a commencé à tisser les relations. Je pense que notre président vient de venir en Israël 2 fois. Et pour moi, c'est déjà beaucoup. Je l'ai souhaité depuis longtemps et j'ai la chance et c'est en train de venir. Pour terminer, quelque chose de très important pour moi, c'est que nous devons toujours penser que l'idéologie d'extermination, c'est comme un virus. C'est comme un virus parce qu'il n'y a pas de médicaments spécifiques pour soigner un virus. On soigne une maladie virale selon les symptômes que le malade présente. Nous aussi, mais nous ne devons pas nous décourager. Les maladies virales ne tuent pas toujours. Ils tuent moins d'ailleurs qu'ils n'attaquent. Il y aura toujours des sacrifices parmi nous, des humains, mais on ne peut pas voir son enfant qui fait de la fièvre, on dit « Oh, c'est une maladie virale, alors il doit mourir, je ne vais pas aller à l'hôpital ». Nous devons aussi combattre cette idéologie de division entre les hommes, d'extermination, reconnaître la justice, lutter pour la justice, pour éviter un monde sans impunité, dans l'impunité. Parce que si nous sommes arrivés au génocide au Rwanda qui a été perpétré contre les Tutsis, c'est parce qu'aucun massacre n'a été puni. Je l'écris dans mon nouveau bouquin, comment je vois tout ce qui se passe. Et je dis à mon père, mais pourquoi tu ne vas pas à la justice? Et tout le monde me faisait taire. Mais ils avaient raison, parce qu'on se serait fait zigouiller avant. Donc, il y a un monde d'impunité. Le léguer à nos enfants, c'est vraiment être un parent indigne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Toda Rabba. Je voudrais poser une question à Gabriel et Nissim. D'abord, j'étais très frappé par le fait que, alors même que les génocidaires se considèrent comme des jardiniers, votre idée que vous répandez à travers le monde, c'est de bâtir des jardins. Il y a ici un paradoxe qui m'a saisi. Mais je voudrais venir sur la controverse que vous avez eue avec les autorités de Yad Vashem, j'imagine, enfin les autorités israéliennes, dont vous nous avez dit qu'elles se sont opposées à votre idée d'universaliser le principe des justes de la Shoah pour tous les génocides. Alors peut-être vous pourrez nous en dire un tout petit peu plus, vous avez été assez bref là-dessus, mais j'ai néanmoins eu une question. Je comprends parfaitement, en tout cas je soutiens pleinement cette initiative. Il y a des justes dans chacun des génocides qui ont été perpétrés. Et la petite confusion, mais peut-être que je me trompe, c'est que vous avez cité ensuite des noms de gens très valeureux, incontestablement, qui ont été des bienfaiteurs de l'humanité. Vous avez cité notamment, je prendrai Solzhenitsyn ou Václav Havel. Et j'aimerais comprendre, est-ce que vous voulez, au nom du bienfait qu'ils ont apporté à l'humanité, vous estimez qu'ils méritent le nom de juste, ou bien vous restez fidèle à la définition que donne Yad Vashem, c'est-à-dire un juste, c'est quelqu'un qui a pris en temps de génocide un risque pour sa vie et celle de ses proches, pour sauver, sans intérêt, sans argent, sans contrepartie financière, à sauver une personne. Et parce que autant, j'anticipe, mais autant je partage pleinement votre effort de faire que on identifie un peu partout dans le monde des justes qui ont sauvé des victimes de génocide, autant élargir à ce point la catégorie des justes pour l'étendre à des gens qui ont certainement fait des choses formidables. Je veux dire, Václav Havel, Solzhenitsyn, et entre autres, ils ont été prix Nobel de littérature, prix Nobel de la paix. Mais autant là, je me méfierais parce que là, alors quelqu'un, je ne sais pas, qui tient un orphelinat, par exemple, pour être aussi considéré comme juste. Donc, est-ce que vous restez fidèle à cette définition restrictive en l'appliquant à d'autres génocides? Avant tout, je dis que en Israël, on a un débat pluriel sur le juste, non? Même si
moi j'ai eu cette controverse à Yad Vashem. Il y avait une partie de personnes qui sont à Yad Vashem, je ne fais pas les noms comme ça, mais qui sont tournés mon esprit. Et je vous dis aussi qu'un des juges comme ça, qui c'était le grand, je pense, c'était la personne qui l'a plus travaillé sur les juges, c'était Moshe Besky. Moi, j'ai écrit un livre sur sa vie et lui, il m'avait donné cette définition de juste. Les justes sont l'élite de l'humanité. Non, ça veut dire que ce concept de l'élite de l'humanité, c'est un concept universel. Pourquoi? Ce n'est pas seulement le non-juif qui aide le juif. Et une autre chose que je voulais dire, pour ne pas de faire confusion, que moi, j'ai parlé des penseurs aussi du thème des justes, par le fait que moi je pense que dans la littérature philosophique contemporaine historique, il y a eu des intellectuels que, même s'il n'y avait pas de liaison, mais ils ont pensé le thème des justes. Et moi, peut-être en Israël, ça crée beaucoup de polémiques. Je pense par exemple que Hannah Arendt, c'est une des personnes qui, en réalité, elle a plus travaillé sur le thème des justes quand il a posé la question de la pensée. Que Hannah Arendt, ce problème, c'était de voir comment les hommes, ils peuvent prendre conscience dans le mal. Non? Elle a dit qu'après le procès de Eichmann, elle voulait comprendre si un homme il avait la capacité de juger le bien et le mal en soi-même. Non? Ça, c'était toute cette réflexion philosophique dans les livres qu'elle a écrits, La vie de la monte, tous ces écrits philosophiques qu'on ne parle jamais. Aussi, Václav Havel, que j'ai cité, je l'ai cité pourquoi il a travaillé sur ce thème de la responsabilité. Comme je pourrais parler aussi de Lévinas, ou je pourrais parler aussi de ce écrivain Grossman, Vassili Grossman, qui a donné cette définition très claire, qui disait qu'au nom du bien universel, on fait le mal. Mais ce que ça sauve l'homme, c'est la bonté insensée. Non, ça c'est le thème fondamental de ce livre Vie et destin. Non, l'idée qu'on doit donner force à toutes les personnes qui ont fait des actes insensés. Pourquoi les justes, quand il agit dans le mal, le mal c'est la loi. Alors vous êtes insensé quand vous êtes juste. Aujourd'hui, nous, on dit qu'ils sont censés, mais le moment que toi, dans le nazisme ou dans le génocide des Tutsis, tu fais quelque chose, tu es insensé, pourquoi tu vas dehors de la loi? Alors, moi, j'ai toujours fait une réflexion sur les penseurs des justes. Ça veut dire que je pense qu'on devrait ouvrir cette réflexion philosophique, éthique, sur les penseurs contemporains des justes dans le temps des génocides et des totalitarismes. Non? Et ça, c'est... D'autre côté, je pense que dans la mémoire des génocides, c'est aussi important qu'on on contextualise les justes dans toutes les expériences. Pourquoi? Les justes pour les Tutsis, ils ont des caractéristiques peut-être différentes que les justes pour les Juifs. Et les justes pour les Arméniens, ils sont un peu différents des justes pour les Juifs, même si on peut faire des comparaisons. Pourquoi? Il y a des éléments très égaux. Mais je vous fais un exemple que moi je travaille avec les Arméniens, ils ont fait un jardin des justes à Erevan. Et pour eux, l'importance du juste, ce n'est pas seulement la personne qui a sauvé la vie, ça c'est très important,
mais aussi la personne qui il a lutté contre le révisionnisme par le fait que le génocide arménien n'est pas reconnu. Et vous comprenez, aujourd'hui encore en Turquie, une loi d'État dit que si il parle du génocide arménien, il est contre la loi, il va en prison. Il y a des gens qui ont été tués pour avoir parlé du génocide arménien. Alors moi je pense qu'on doit, comment dire, tenir la discussion ouverte. On ne doit pas avoir des solutions finales, juste c'est ça, stop, fini. Non, la caractéristique universelle, c'est le juste qui lutte contre en génocide, ça veut dire. Et je pense que de ce côté-là, le fait qu'une personne il risque la vie, je peux dire, il risque la réputation, il risque le travail, le risque, c'est, comment dire, c'est différent. C'est moi, je parle des juges, je dénonce les génocides, c'est différent. Et ça, c'est une chose différente. Le fait que dans une guerre, dans une situation critique, il prend position et il risque la vie. Alors, je pense que le courage et le fait de risque, le risque, c'est une des caractéristiques des justes. Non, ça veut dire qu'on peut, comment dire, on doit dire que la femme qu'elle a aidée, Yolande Mukakazan, la canzonera, elle a sauvé Yolande, mais elle s'est pris aussi un grand risque. Ça veut dire pour ça, pourquoi on tuait les Hutus qui aidaient les Tutsis. Alors je pense qu'on ne doit pas banaliser le comme c'est, non, mais je pense qu'il n'y a pas seulement un fait qu'on doit, comment dire, il n'y a pas seulement les problèmes des histoires. Moi je pense que c'est très important de créer tous ces jardins. Et ça veut dire, le jardin c'est un symbolique, ça veut dire derrière le jardin, ça veut dire le travail d'éducation. Nous on fait un grand travail d'éducation dans les écoles. Non, nous on a créé un jardin des justes et il y a milliers des étudiants que dans les lycées, ils travaillent sur ces figures morales avec les professeurs. Alors il y a tout un travail, ça veut dire le jardin des justes, c'est le point d'arrivée d'un travail d'éducation. Alors il doit avoir, je pense, il doit avoir les écrivains qui écrivent les histoires de ces justes, il doit avoir dans le cinéma, il doit avoir les discussions philosophiques. Nous par exemple, on a lié beaucoup ce travail des justes avec la réflexion éthique philosophique. Ça veut dire que des grands professeurs, des grands philosophes italiens, ils ont discuté dans des séminaires, on a fait sur l'importance de ce conseil des justes, comment ce conseil ça doit être élaboré. Voilà. Alors, je pense que le grand point, et ça c'est la grande question, si, comme le professeur Yehuda Bauer dit, et moi j'ai un grand respect pour Yehuda Bauer, je peux dire que c'est un bon professeur à moi qui m'a ouvert les yeux. Quand on dit que le génocide il fait part de l'histoire humaine et ce n'est pas un accident dans l'histoire, alors on doit donner une valeur morale à tous les gens qui luttent contre le génocide. Ça veut dire que la catégorie des justes, ça doit devenir la catégorie de responsabilité personnelle de l'homme envers un génocide. Et cette catégorie, on doit l'universaliser. Ça, c'est un peu, ça veut dire, on cherche de séminer, on cherche de faire circuler cette idée. Alors, vous pensez, moi, quand je suis allé chez Yad Vashem, j'ai dit, écoutez, on a une occasion importante d'or. Pourquoi? Yad Vashem, ça devient, polarise cette idée dans le monde, avec l'idée de juste, l'idée de la prévention des génocides. Mais pour moi, c'était très triste qu'on ne m'a pas écouté. Moi, je suis resté vraiment, quand je suis sorti avec de ces réunions, je suis resté très mal quand il y avait
dans le Parlement européen, il y avait ces discussions, et moi je cherchais les votes. Pourquoi? J'ai pris un par un les députés du Parlement européen pour signer. Et jusqu'à la fin, c'était très difficile d'avoir cette signature. Pourquoi? Il y avait des différences. Pourquoi? Il y avait quelqu'un qui ne voulait pas parler du génocide arménien. Alors, tous les pro-turcs, la partie pro-turque, il y avait les socialistes, pas les socialistes, excusez-moi, les Espagnols, la droite espagnole, non, ils ne voulaient pas. Il y avait les Verts qui, par le fait que je parlais des justes, ils disaient alors ça c'est sioniste. Alors, après que j'ai fait toute cette bataille au Parlement européen pour gagner cette idée d'universalisation, moi je suis venu ici en Israël et au lieu d'être un peu embrassé, ça veut dire que j'ai fait 7 ans de fatigue. Pourquoi? C'était un événement historique dans le Parlement européen. J'ai trouvé la porte fermée. Moi, jamais, je ne suis pas un homme de polémique. Moi, j'ai l'idée qu'on doit construire. Ça veut dire on doit construire, on doit faire. Et quand même, après, il y a 2 ans, mais aujourd'hui, cette idée des justes contre les génocides, en Italie, c'est devenu comment dire, presque une fête nationale. Ça veut dire qu'il y a plein de cités qui ont construit ces jardins des justes, les étudiants, les professeurs. Et on a fait ça à Varsovie cette année. On a créé à côté du ghetto de Varsovie, c'est le jardin des justes de tout le monde, dans le ghetto. Ça veut dire on a maintenant ouvert le grand musée de la mémoire juive à Varsovie et on a créé le jardin des justes. On est en train de faire ça à Prague, j'espère qu'on va faire au Rwanda, on est en train de parler pour la Cambodge. Ça veut dire qu'on travaille pour cette idée universelle. Alors, mon grand désir, que Israël, que c'est un pays de mémoire, il devrait donner force à cette idée. Moi, je fais un appel aujourd'hui. Je sais qu'il y a Yossi Sarid, il y a des autres politiciens qui sont israéliens qui sont venus à cette conférence. Moi, je voudrais que d'Israël, ça vienne un soutien à cette bataille universelle. Pourquoi cette bataille universelle? C'est une bataille que ça va servir à la mémoire de la Shoah et ça va servir, ça va aussi créer de sympathie envers Israël. Ce que c'est arrivé, que tant de gens qui étaient tout sceptiques sur toutes les problématiques du Moyen-Orient, le moment que moi j'ai posé cette question universelle des justes, comme une idée que c'est né ici, ils ont trouvé de la grande sympathie vers ça, vers Yad Vashem, vers la mémoire juive. Avant, ils n'avaient pas pensé. Alors moi, je pense que ce serait très important que j'ai un soutien de la société israélienne à cette idée. Alors je suis très content que le professeur Auron, il m'a dit qu'il est prêt ici à faire dans cette université, ou je ne sais pas où, mais de faire le 6 mars quelque chose pour la journée européenne des justes. Ça veut dire, j'attends vraiment qu'Israël va me soutenir dans cette bataille morale. Je vais essayer en français, je ne sais pas si ça ira, ça fait 50 ans que je ne parle plus le français, alors je ne suis pas certaine. Tu m'aideras? Bon. 2 remarques sur les justes, sur le génocide des Tutsis, pas de Rwanda, des Tutsis. Et comparaison, je n'aime pas le mot comparaison, mais on compare quand même, et la Shoah. Pour moi, le génocide des Tutsis est d'une certaine façon pire que la Shoah. Parce que c'était tellement rapide, c'était tellement efficace qu'on ne pouvait pas s'organiser, on ne pouvait rien faire contre. C'est ce que j'ai entendu. Et je sais qu'en Europe, il y a des juifs qui se sont quand même organisés, qui ont quand même aidé des enfants juifs. Par exemple, mon père a fait ça.
une dame en Belgique, vous avez certainement entendu le nom, André Geulen. Madame Gassana, vous l'avez entendu le nom? André Geulen, oui. Elle a sauvé 2500 enfants, 500 enfants, je pense. Alors, l'idée qu'en 3 mois, on tue 80% d'un peuple, si les Allemands avaient été tellement efficaces, oui. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait, ça c'est quand c'est arrivé au Rwanda même. Les Allemands ont dû exporter les camps d'extermination, pas les camps de concentration, mais les camps d'extermination en Pologne. Ce que, d'une certaine façon, il y avait peut-être chez les Allemands une idée qu'on ne pouvait pas faire ça en Allemagne même. Il fallait le faire ailleurs, pas en Allemagne. Je ne sais pas si c'était une question de honte ou pas de honte, mais quand je vous ai écouté, au Rwanda, il n'y avait pas de honte du tout. Et ce qui a fait la chose beaucoup plus difficile aussi, pour se défendre, pour s'organiser, pour devenir, ou faire quelque chose pour aider l'autre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Now I know you know. Well, first of all, I'm really happy to see you again, and it's a great pleasure always. And it's always a pleasure for someone who writes book to know that people read it. So our students read your book, The Death Doesn't Want Me Anymore, and it's always very helpful and insightful, very sensitive, so we really appreciate this. One of the things that you were saying is that you're struggling that in Rwanda and in the world, people will speak about the genocide against the Tutsi, and you keep saying the word Tutsi. What we read about your president's policy, Kagame's policy, is that he's trying to build a Rwandan nation and to try and hide the differences between the Hutu and the Tutsi, and not to speak about people in ethnic terms, in an attempt to build the Rwandan nation. So I want to ask you, what do you think about these two very conflicting themes, where you are in a very right position saying, I want people to speak about the Tutsi and not about the genocide in Rwanda, and your president is speaking in very, very different terms? Je vais commencer par répondre à la question du génocide contre les Tutsis qui a été pire. Moi, si on m'avait fait choisir entre vivre la Shoah et le génocide perpétré contre les Tutsis, je pense que j'aurais choisi notre génocide. Parce que la Shoah était trop long, la torture trop longue. Et puis, ça se passait dans tous les pays de l'Europe. Nous, il se passait seulement justement au Rwanda, parfois des partis extrémistes burundais, mais quand on parvenait à quitter le Rwanda, on était sûr qu'on était sauvé, parce que les frontières étaient fermées. Mais un juif était poursuivi en Pologne. Quand il parvenait à quitter la Pologne, il arrivait en Belgique. S'il n'était pas arrêté, il était arrêté en France, il était arrêté partout en Europe. Donc, je trouve que c'était pire. Même si nos assassins ont parlé la même langue, j'ai été à Auschwitz au moins 2 fois, et dans d'autres camps, quand j'ai vu ce que les Juifs ont vécu, je me suis dit non, je préfère chez nous. C'était pas 3 mois, c'était fini. Même si c'était trop rapide et trop cruel. Mais c'était vite et c'était fini. Et nous, on a eu de la chance. C'est pour cela que la notion de juste au Rwanda, on parle même
d'un militaire inconnu qui a été tué en arrêtant le génocide. Parce que si nous n'avions pas eu le Front patriotique de Kagame, personne ne voulait arrêter le génocide. Personne ne voulait intervenir. Et encore moins en Occident parce que il y avait aussi du racisme et dedans on disait ah c'est noir, de toute façon ils se sont toujours battus entre eux pour tout et pour rien. Donc c'était comme une guerre ethnique qui n'avait rien à voir. Mais quand j'ai vu l'humiliation, tu sais, chez nous on a été humiliés, oui, mais pas jusqu'à la façon que j'ai vu les Juifs l'ont été. Et chaque fois que je vais à Auschwitz, je n'arrive pas à l'accepter. Je pleure encore, plus à Auschwitz qu'au Rwanda, alors qu'au Rwanda, partout, c'était ça. Mais ça me frappe plus à Auschwitz que dans nos propres mémoriaux. Et puis, nous avons une autre chance que les Juifs n'ont pas eue. Nous trouvons des ossements des nôtres. Les Juifs n'ont jamais pu enterrer les leurs. C'est très grave pour un humain. Quand vous ne voyez pas le vôtre mourir, l'enterrer, parfois vous l'attendez toute la vie. Et donc, on vous a pris ce droit-là, que nous, c'est pour cela qu'on essaie d'ouvrir les fosses communes, pour les retrouver là où ils ont été jetés. Et nous leur offrons une sépulture pour se sentir bien, qu'on a fait son devoir. Il y a beaucoup de choses qu'on a prises aux Juifs que les Tutsis ont eu la chance de récupérer. Et au Rwanda, c'est vrai, il n'y a jamais eu de groupe de résistance des Hutus contre le génocide. Ce n'était pas possible. Celui qui a pris l'initiative n'était pas nécessairement le plus intelligent. Par exemple, quand je vois Jacqueline qui m'a caché pendant 11 jours, Jacqueline, tu as l'impression qu'elle a des problèmes dans la tête. Et que ce soit dans sa famille, on le dit, que ce soit les voisins le disent, mais elle m'a sauvé la vie. Peut-être que si elle avait eu toute sa tête, elle ne m'aurait pas sauvé la vie, parce qu'elle aurait réalisé qu'elle s'exposait. Sauver même un bébé Tutsi était puni de mort. C'était comme ça. Donc on ne se risque pas à cacher un Tutsi. Je continue. C'est pour cela que nous, parmi les justes, on met aussi les résistants. Nous avons eu 3 régions où les Tutsis ont résisté. Normalement, quand tout le monde est attaqué, chacun sauve sa peau. Là, ils se sont mis ensemble, ils se sont dit, nous devons sauver la communauté, nous devons nous battre. Mais ils se battaient avec quoi? Des cailloux, des flèches et des arcs. Alors que les autres avaient des armes à feu, des grenades, des fusils. Ils avaient tout pour exterminer les Tutsis. Et les Tutsis résistaient avec des cailloux, avec des bâtons, avec n'importe quoi. Donc, au Rwanda, on reconnaît les justes. Mais exactement à la façon de Yad Vashem. Un Hutu qui a sauvé un Tutsi sans rien lui demander, sans attendre aucune récompense, et qui n'est pas allé tuer ailleurs. Parce que chez nous, tu vois, qu'il pouvait cacher par exemple sa femme, parce qu'elle est Tutsi, mais aller tuer et violer d'autres femmes, parce que le viol faisait partie de l'humiliation de la femme Tutsi. C'est pour cela que ça a été reconnu comme une arme qui a été utilisée pendant le génocide. Et oui, alors, justement, je me moque de moi parfois quand je pleure à Auschwitz, parce que chez nous, je devrais pleurer à chaque bureau communal, dans chaque église, parce qu'on disait aux Tutsis, on va mieux vous protéger, entrez dans l'église ou entrez dans la salle de cinéma de telle institution. Mais c'était pour les amasser et les tuer plus facilement. C'est ce qu'ils ont fait. Et il y en a qui ont été sauvés,
parce qu'ils avaient beaucoup de cadavres au-dessus. Et on croyait qu'ils étaient tous morts. Donc, je ne sais pas, chaque génocide, l'idée génocidaire est la même, c'est l'extermination. Mais chacun avec sa spécialité, chaque bourreau avait sa spécialité. Les nazis avaient leur spécialité, les Hutus chez nous avaient leur spécialité. Donc, je ne sais pas comment expliquer. Ce sont des choses qu'on doit bien sûr discuter entre nous pour nous enrichir. Alors, elle me dit que je parle le langage différent de celui de Kagame. Je pense que vous vous trompez. Au Rwanda, la première chose, c'est qu'on a essayé, si vous avez bien suivi la guerre de Kagame depuis 90, le Front patriotique, il y avait eu des accords d'Arusha, dont la suppression de la carte d'identité, la participation au pouvoir, en fait tout un tas de points. Et quand on a arrêté le génocide, qu'on a mis en place un gouvernement, on a essayé d'appliquer les accords de paix qu'on avait signés à Arusha. Par exemple, il y a quelqu'un qui s'est improvisé en révisionniste, qui a été protégé par le Front patriotique parce qu'il était le premier ministre désigné par les accords de paix, Faustin Twagiramungu, c'est un Hutu. Au lieu de venir sauver mes enfants, ils ont couru sauver Twagiramungu. Pour que si jamais, puisque c'était un opposant, si jamais ils arrivent au pouvoir, qu'ils aient un premier ministre, comme c'était prévu par les accords. Mais personne n'a vu ça. Et dans ce qu'ils avaient prévu, il fallait aussi la suppression de la carte d'identité ethnique. Parce qu'au Rwanda, on avait une carte d'identité Hutu et Tutsi qui a servi au génocide. Quand on rencontrait sur sa fuite les assassins, on te demandait ta pièce d'identité. Et nous qui avions des cartes d'identité Tutsi, on les avait déjà jetées. De toute façon, ça ne servait que pour te faire tuer. Et tu te disais, autant ne pas l'avoir. Peut-être que moi, par exemple, qui a un nez un peu épaté, peut-être qu'on va me laisser passer. Puisque je n'ai rien qui leur atteste que je suis Tutsi. Et alors, ils ont aboli d'abord cette carte d'identité ethnique. Pourquoi? Parce que cette carte d'identité ethnique a été utilisée. Il y a eu même la résistance des Tutsis qui ont dit « Nous, on a tellement souffert toute la vie à cause de cette carte d'identité, on ne veut pas sa suppression. » Et alors le président a dit « Vous êtes Hutu, vous êtes Tutsi, si ça vous fait plaisir, entrez dans votre salle de bain, regardez-vous dans un miroir et dites « Ah, je suis Hutu, je suis fier, ou je suis Tutsi, je suis fier, mais pas dans la nation. Nous devons construire une nation réconciliée, basée sur une identité que la colonisation nous a volée. C'est le Rwandais. Parce qu'avec la colonisation, la carte d'identité a été mise en place par la Belgique. Parce que ces mots Hutu, Tutsi et toi, ça existait si vous avez bien lu La mort ne veut pas de moi. Mais avec la colonisation, tout a changé de sens. C'était des classes socio-économiques qu'on a ethnicisées, qu'on a transformées en ethnie pour bien nous cogner les uns aux autres. Je pense que chacun a sa manière de diriger. Je ne pense pas que la Belgique, en faisant ça, il pensait qu'il y allait y avoir un génocide. Mais c'était pour pouvoir gérer un pays. Mais, mine de rien, c'est aussi les références que la Belgique avait, flamands ou wallons. Aujourd'hui, ils sont comme ça, mais ils ne se tuent pas à cause de la démocratie. Oui, on peut peut-être s'insulter, mais pas plus. On est tout le temps comme ça dans les parlements, mais on arrive à des accords. Entre les humains, c'est normal. Et si vraiment Kagame voulait qu'on nie le génocide, je pense qu'il ne peut pas passer la nuit à la présidence. Nous pouvons l'étrangler, je crois. Parce qu'on pense que c'est lui, le pauvre, on lui met tout. Évidemment,
Ce qui est positif, c'est Kagame. Ce qui est négatif, c'est Kagame. Comme s'il n'y avait ni la population, ni une équipe au gouvernement. Il n'est pas le seul à faire des choses. Kagame ne veut pas qu'on vienne se targuer de l'ethnie Hutu-Tutsi. Par exemple, aujourd'hui, même à la présidence, il y a des étrangers qui travaillent à la présidence. Lui, il mise sur la capacité d'un individu. C'est tout. Il est capable ou il ne l'est pas. Parce qu'il faut reconstruire un pays. Tu veux être Hutu ou Tutsi, sois là chez toi, on s'en fout. Et aujourd'hui, il y a un projet, je ne sais pas si vous le connaissez, qui émane de lui, Je suis Rwandais. C'est un projet que nous portons. C'est un message aux enfants, leur raconter l'histoire du génocide. Comment le génocide a été possible dans notre pays? Quels ont été les signes avant-coureurs? Comment est-ce qu'il a été programmé? Et quelle est la différence entre la guerre et un génocide? Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour nos générations? Ce sont nous, à la Commission nationale de lutte contre le génocide, qui allons donner ces leçons. J'ai l'impression d'ailleurs que ça ne donne pas ce que j'aimerais. J'ai l'impression qu'on n'est pas mature là-dedans, qu'on a besoin d'autres enseignements pour ça. Et quand nous allons donner ça en prison, les prisonniers génocidaires, surtout condamnés à perpète, sont les premiers à nous dire exactement l'histoire du génocide, qui nous aide à savoir comment ils se sont fait avoir dans la planification et l'extermination. Et ça, c'est très bien pour les enfants. Et alors, comme je vous ai dit, ça me rappelle que l'idéologie du génocide est comme un virus. C'est vrai, il y a des enfants, ils apprennent ce qui s'est passé dans les classes, et les moments de commémoration, tous les enfants veulent savoir, les jeunes évidemment, parce qu'on protège beaucoup les petits. C'est très dur de leur montrer toute la vérité. Mais ces jeunes, parfois, quand ils posent des questions, on entend bien à travers la question de l'enfant ce qu'ils se parlent à la maison. Et comme ça, les enfants dont les parents sont en prison, un papa ou une maman, ils te sortent des choses. Et alors, on sait que c'est vraiment très important. Et je pense que nous ne sommes pas très à la hauteur et ça me fait peur. C'est pour cela que j'aimerais savoir ce que les Juifs ont fait dans l'éducation des enfants. Ah oui, vraiment. Apprenez-moi, j'ai besoin d'apprendre. Oui, les erreurs, nous aussi on commet des erreurs. On commet des erreurs. En bannissant la peine de mort au Rwanda, les gens n'ont plus peur de tuer. Ils tuent. Mais est-ce que c'est une raison pour remettre la peine de mort? Non. Comment plutôt trouver la solution contre cette violence ancrée dans la tête du Rwandais? Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions? Bon, alors, si c'est comme ça... Moi, je voudrais envoyer en Israël des stagiaires. Je ne sais pas comment je vais faire, mais c'est quelque chose qui m'est resté comme quand j'ai amené les rescapés ici, puis comme on a visité Yad Vashem, c'est comme ça que le jardin des justes m'est venu. J'ai eu beaucoup de choses qui me sont venues dans la tête, mais je n'ai pas moyen de les réaliser, ce n'est pas grave, et les autres vont le faire. Mais j'aimerais que nos enfants apprennent les études sur le génocide, à commencer par mes 2 orphelins. Évidemment, j'en ai un qui est très scientifique et qui veut être pilote. Il connaît les maths, la physique, la chimie. Et il doute toujours de ce qu'il va faire parce qu'il sait tout. J'ai un autre qui est plus artiste qu'autre chose, qui réfléchit et qui a toujours des échecs en maths, en sciences, mais dans la réflexion qui est bien. Il est plus grand que son âge. Il aurait été là en 94, on l'aurait coupé en 1000 morceaux. Et c'était un bébé d'1 an que les parents ont laissé. Il a été sauvé par un génocidaire par hasard. Voilà. Donc,
je vous demande trop d'aide. Hein. Donnez-moi des idées comment mes enfants peuvent étudier dans cette université parce que je sais qu'ils font au moins Aloïse. Aloïse, celui-là, grand, déglingué, parce que le petit veut être pilote ou architecte, des choses comme ça. Mais Aloïse, comme il est, je trouve que ça lui serait très important. Il apporterait beaucoup au pays. Et d'autres enfants, bien sûr. Des petits Rwandais. Alors, merci beaucoup. On va clore cette session.